Loder en mars 1945, elle avait pour objectif de défendre les approches de Berlin contre l'armée rouge. À travers les témoignages poignants de ses membres, nous plongeons au cœur de l'unité, découvrant leur quotidien marqué par les batailles acharnées, les défis logistiques et l'inexorable déclin d'une armée en déroute. La ligne de Loder était le dernier rempart naturel avant Berlin, et sa défense revêtait une importance stratégique capitale. La division y avait été déployée avec l'ordre de ralentir autant que possible l'avancée soviétique. Les Tigres II étaient disposés en position défensive, prêts à intercepter les colonnes blindées ennemies. Les journées sur la ligne de Loder étaient marquées par des patrouilles de reconnaissance et des engagements sporadiques avec les avant-gardes soviétiques. Ces escarmouches mettaient en lumière les forces et les faiblesses des Tigres II. Leur puissance de feu et leur blindage leur permettaient de détruire facilement des chars T-34 à longue portée, mais leur lenteur et leur consommation excessive de carburant rendaient les déplacements difficiles. Ernst Reng, technicien au sein de la division, décrit les défis auxquels les équipes de maintenance étaient confrontées. Moteur en surchauffe, train de roulement endommagé et panne fréquente des transmissions. Sur les 30 chars initialement disponibles, seuls 13 étaient pleinement opérationnels à la mi-mars. Le calme relatif du front de Loder a pris fin le matin du 16 avril, lorsque l'armée rouge a lancé sa grande offensive sur les hauteurs de Silov. Ce jour-là, à 4 heures du matin, le ciel s'est embrasé, alors que des centaines de batteries d'artillerie soviétiques ouvrent le feu. Les témoignages des soldats décrivent une scène apocalyptique, où le sol tremblait sous l'impact des obus. Wolfgang Filler, qui se trouvait dans une tranchée à proximité de son char, se rappelle avoir vu le ciel s'illuminer d'un rouge éclatant, tandis que les explosions résonnaient comme un tonnerre ininterrompu. Les premières heures furent marquées par des pertes significatives, plusieurs chars étant détruits avant même d'avoir pu se repositionner. Malgré tout, les équipages restants ont riposté avec une détermination féroce, infligeant des pertes importantes aux blindés soviétiques. Les Tigres II anéantissent encore des T-34 malgré la supériorité numérique. Les lignes allemandes sur les hauteurs de Silov commencèrent à céder sous la pression incessante des vagues d'assaut soviétiques. L'offensive coordonnée, avec une précision implacable, impliquait non seulement des blindés et de l'artillerie, mais aussi des milliers de soldats soviétiques déterminés à percer le front coûte que coûte. Les Tigres II, bien que redoutables en position défensive, ne pouvaient se déplacer rapidement pour couvrir les multiples points de percée. Wolfgang Filler se souvient des ordres urgents qui arrivaient par radio, demandant un soutien immédiat dans les secteurs où les lignes allemandes étaient sur le point de s'effondrer. Les récits des survivants mettent en lumière le courage et l'endurance des équipages. Chaque tir du canon de 80 mm représentait une chance de ralentir l'ennemi, mais aussi un rappel de l'épuisement progressif des ressources. À plusieurs reprises, les Tigres II se retrouvèrent à court de munitions, obligeant leur équipage à improviser des solutions. Ernst Reng décrit un moment particulièrement critique, où, après avoir vidé les obus principaux, son équipage s'est retrouvé à tirer avec des munitions inadaptées, simplement pour tenter de maintenir l'ennemi à distance. Les projecteurs soviétiques illuminaient le champ de bataille, exposant les positions allemandes. Un SS raconte comment cette lumière artificielle transformait le paysage en un cauchemar surréaliste. C'était comme si le jour s'était levé au milieu de la nuit. Mais ce jour-là apportait seulement la mort et la destruction. Les équipages, épuisés par 3 jours de combats incessants, continuèrent de se battre avec une détermination presque suicidaire, bien conscients que la chute de Silov signifierait l'ouverture de la route vers Berlin. 3 jours plus tard, le 19 avril, les hauteurs de Silov étaient entre les mains soviétiques. La 502e, lourdement affaiblie, reçut l'ordre de se replier vers Fürstenwalde. Ce retrait, bien qu'essentiel pour préserver ce qui restait de la division, fut une épreuve en soi. Les Tigres II, en raison de leur poids et de leur consommation de carburant, étaient particulièrement vulnérables lors des déplacements. Plusieurs chars durent être abandonnés en cours de route, leurs équipages forçant les moteurs jusqu'à ce qu'ils cèdent, avant de détruire les véhicules pour empêcher leur capture par l'ennemi. L'une des journées les plus éprouvantes pour la division à Fürstenwalde fut marquée par une tentative de traverser la ville par une colonne blindée soviétique. Les Tigres II, positionnés en embuscade, infligèrent des pertes lourdes à l'ennemi, détruisant plusieurs véhicules en quelques minutes. Cependant, cette victoire temporaire fut rapidement suivie par une contre-attaque massive qui força les Allemands à se replier. Berthold Fink, conducteur de char, se souvient d'avoir vu les bâtiments s'effondrer sous les tirs d'artillerie, les débris bloquant parfois les rues et rendant les manœuvres impossibles. Au final, il reste que 13 Tigres II restants pour contenir des milliers de chars soviétiques. Le repli vers Arensdorf se fit dans un chaos total. Les équipages étaient épuisés, non seulement par les combats incessants, mais aussi par le manque de nourriture et de sommeil. Ernst Reng décrit des scènes de désespoir parmi les soldats. Beaucoup d'entre eux
n'ayant plus aucun espoir de voir la fin de la guerre. Les Tigres 2, souvent en panne ou à court de carburant, furent laissés en arrière, leur équipage étant évacué à pied ou à bord de camions surchargés. Un soldat évoque un moment particulièrement poignant où son char, en panne sèche, fut abandonné dans une clairière. Nous avons placé des charges à l'intérieur. Puis, nous avons regardé la machine, qui nous avait protégés pendant tant de mois, se transformer en un tas de ferraille fumante. C'était comme perdre un camarade. À Arensdorf, les combats atteignirent un niveau de violence sans précédent. La 502e, réduite à une fraction de sa force initiale, tenta de tenir ses positions face à des vagues incessantes d'assaut soviétiques. Les Tigres 2 furent utilisés comme bunkers mobiles, leurs équipages utilisaient leurs canons comme dernière ligne de défense. Le repli final vers Berlin marqua la fin de l'unité en tant que force cohérente. Après les combats incessants d'Arensdorf et de Berlin, la 502e, ou plutôt ce qu'il en restait, reçut l'ordre de se retirer vers l'ouest, en direction de l'Elbe. Ja, gut, retour en France, opération Manstein. À ce stade, l'unité, auparavant élite, n'était plus qu'un regroupement disparate de chars endommagés et de soldats exténués. Les Tigres 2 encore fonctionnels furent utilisés pour couvrir la retraite, leur blindage lourd offrant une protection précieuse contre les assauts ennemis. Les forêts du Brandebourg devinrent un théâtre crucial pour cette dernière phase. Les récits des survivants évoquent une marche harassante à travers des bois denses où la végétation rendait difficile l'utilisation des Tigres 2. Wolfgang Fillor se rappelle de ces jours comme d'un voyage à travers un labyrinthe de désespoir. Les chars progressaient lentement, leurs moteurs rugissant à travers les arbres, attirant l'attention des unités soviétiques qui patrouillèrent dans la région. À plusieurs reprises, des embuscades furent tendues, obligeant les équipages à se défendre tout en continuant leur avancée. Un soldat raconte: « Il n'y a plus de front continu. Les Russes peuvent être partout dans la forêt. Toutes les routes sont pleines de colonnes de véhicules, de réfugiés. » Mais la division réussit à atteindre les abords de l'Elbe. L'espoir d'une reddition force occidentale, considérée comme moins brutale que les soviétiques, devint une priorité. Le fleuve représentait une ligne de démarcation naturelle entre les zones contrôlées par les Alliés et l'armée rouge. Cependant, traverser l'Elbe ne fut pas une tâche facile. Les bombardements constants et l'avancée rapide des forces soviétiques compliquaient chaque mouvement. Le dernier engagement majeur de la 502e se déroula près de la rivière, où les Tigres 2 furent positionnés pour ralentir l'ennemi et permettre à un maximum de soldats allemands de franchir le fleuve. Wolfgang Fillor décrit cette bataille comme une chorégraphie chaotique où chaque char tentait de couvrir les autres tout en évitant les tirs de l'artillerie soviétique. Les Tigres 2, malgré leur supériorité technologique, étaient lourdement dépassés en nombre, et leur blindage commençait à montrer ses limites face aux armes anti-chars modernes utilisées par les soviétiques. Le sort des derniers Tigres 2 illustre la tragédie de cette retraite. Certains furent détruits en combat direct, leur équipage périssant dans leur carcasse de métal en flammes juste avant la fin de la guerre. D'autres, immobilisés par les pannes ou à court de carburant, furent abandonnés sur place, témoins silencieux de l'effondrement de l'unité. Les 2 derniers Tigres 2 de la division ont été abandonnés peu avant de pouvoir rejoindre la 12e armée. Avec la chute de Berlin et les derniers engagements autour de l'Elbe, les témoignages de ceux qui ont survécu révèlent une humanité poignante derrière les blindages de ces machines de guerre. Le dernier commandant échoue une négociation avec un officier américain près de la rivière d'Elbe. Il se tourne vers nous et dit: « Mes hommes, nous avons fait notre devoir. Nous n'avons pas d'armes maintenant. Chacun doit voir comment il traverse l'Elbe. Je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli et pour votre camaraderie. » Il dit au revoir à chacun par une poignée de main, puis nous nous séparons. Certains traversent le fleuve à la nage et se noient. Personne ne veut finir chez les Russes. Les Américains regardent passivement ces opérations de fuite. Pour ceux qui atteignirent finalement l'Elbe, la guerre se termina par une reddition aux forces américaines. Les soldats, exténués et désillusionnés, furent rapidement désarmés et envoyés dans des camps de prisonniers. Beaucoup portaient encore les stigmates des combats, physiquement et mentalement marqués par les horreurs qu'ils avaient vécues. Pour Wolfgang Fillor, qui passa plusieurs années en captivité après la guerre, ses souvenirs restèrent gravés à jamais. Nous étions des soldats, mais aussi des hommes. Nous avons combattu, perdu et survécu. Mais à quel prix? Un autre témoignage. La guerre est finie. Ainsi, 2 générations ont passé leurs soi-disant plus belles années de la vie en guerre. D'innombrables tués et blessés. Qu'est-il arrivé à